Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Destin français, un livre écrit par Éric Zemmour. Un acteur de premier plan dans la scène politique à la télévision française. Pressenti candidat à la prochaine élection présidentielle 2022, il a toujours eu une pensée très singulière qui divise l'opinion publique. Dans cette œuvre, il nous livre notamment sans tabou, à une analyse de l'identité française en réhabilitant ses fondations, à travers l'histoire de France et de nombreux personnages. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Je voyais les pontonniers du général Éblé se jeter dans l'eau glacée, au sacrifice de leur vie, pour construire le pont qui permettrait aux survivants de la Grande Armée de quitter cette maudite Russie. J'entendais les rugissements des soldats, mais aussi des femmes qui se précipitaient à l'eau sans savoir nager. Je devinais les Cosaques de Koutouzov, furieux d'avoir manqué Napoléon, qui les avait bernés une dernière fois, se ruer sur les traînards qu'ils massacraient avec fureur et méthode. Ce spectacle épique était devenu mon histoire personnelle, intime. Je pleurais la débâcle de la Grande Armée comme la mort d'une mère, et la fuite de l'empereur comme l'humiliation suprême d'un père. Vieille habitude que j'avais acquise dès l'enfance. À 11 ans, je dévorais le Napoléon d'André Castelot, avec sa couverture verte cartonnée que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire. Je le lisais en tout lieu et à tout moment, jusqu'au jour où le responsable d'une colonie de vacances convoqua ma mère pour se plaindre que la lecture de ce gros ouvrage dans le train et les chambrées m'empêchait de participer à la vie de groupe. Je me rendrai compte au fil des ans que cette passion napoléonienne n'avait rien d'original. D'innombrables gosses, de génération en génération, avaient collectionné les petits soldats de la Grande Armée. À l'instar des enfants du siècle de Musset, eux aussi prenaient leur part à l'épopée impériale, conservaient les images d'Épinal que j'avais remplacées par les films et les feuilletons. Je cavalcadais avec Vidocq, porté par un Claude Brasseur charismatique, complotais avec Schulmeister, espion de l'empereur à la faconde de Jacques Fabry. Tour à tour, aux ordres de Fouché, narguant le général Mack enfermé dans Ulm, je vivais en et pour 1800. Seuls d'Artagnan, Aramis, Athos et Porthos m'avaient convaincu d'être sujet de Louis XIII et de Richelieu. 20 ans après, et je connaissais les troubles de la Fronde, le collier de la Reine, et je me liais d'amitié avec le comte de Saint-Germain. Il n'y avait alors pas de rupture entre l'école et la télévision. Je me plongeais en plein duel entre Robespierre et Danton dans La caméra explore le temps de Decaux et Castelot. Chaque semaine, j'embarquais dans la machine à remonter le temps que les Américains avaient confectionnée. Ils allaient bien sur la Lune, pourquoi ne seraient-ils pas allés dans le passé, autrement plus excitant que la surface sablonneuse entreaperçue sous les pieds d'Armstrong une nuit de l'été 1969 ? Je me révoltais contre la misère avec Jacou le Croquant. Je séduisais les belles duchesses avec Fanfan la Tulipe, tombais amoureux d'Aurore, touchais à la bosse de Jean Marais, et la botte de Nevers n'avait aucun secret pour moi. Il n'y avait pas de rupture entre l'école, la télévision et la ville. Chaque rue, chaque place, chaque statue de Paris que je découvrais, installée dans la déesse que mon père conduisait d'une main nerveuse, voire brutale, évoquait pour moi un moment d'histoire. Place de la Concorde. Je m'évertuais à deviner l'endroit où Louis XVI avait été guillotiné, et celui où les Cosaques avaient célébré une messe orthodoxe en 1814. Place de la Bastille. Je tentais de reconstruire mentalement l'antique prison. Devant l'église Notre-Dame, je cherchais des yeux l'ombre d'Esmeralda et de Quasimodo. Il n'y avait pas de rupture entre l'école, la télévision, la ville et la littérature. Rastignac à la pension Vauquer, le nid d'amour où Rubempré rejoignait Esther, la rue Tronchet, où le héros de l'éducation sentimentale avait donné rendez-vous à Madame Arnoux qui ne viendrait pas. J'avais hâte d'être assez vieux et riche pour acheter les lots d'immeubles de la Madeleine qui avaient causé la ruine de César Birotteau. Balzac était mon Vautrin,
qui m'apprenait à grandir, à connaître les hommes, les femmes, à les craindre, à m'en méfier, à ne rien attendre d'eux sinon l'envie et la mesquinerie. Il n'y avait pas de rupture entre l'école, la télévision, la rue, la littérature et la politique. À la tête de l'État, le grand Charles songeait à s'installer au château de Vincennes comme Saint-Louis, réchauffait ses vieux os au soleil d'Austerlitz et parlait à la télévision comme Chateaubriand. Et le Canard enchaîné, que mon père achetait chaque mercredi, le dessinait en Louis XIV en perruqué dans une parodie des Mémoires de Saint-Simon. Je savais où je voulais vivre